Alors, après avoir exploré les défis engendrés par l'usage des nouvelles technologies et les méandres de notre cerveau dans la séquence précédente, je vous propose à présent de revenir quelques mois en arrière, pendant l'été 2024 et la ferveur des Jeux Olympiques. Je sais que tout le monde s'en souvient ici. Un moment d'union nationale et de fierté aussi, après le succès, car le défi était de taille, organisé et sécurisé, une des plus grandes cérémonies sportives en plein Paris, à ciel ouvert, avec les délégations officielles du monde entier. Alors, comment se préparer à un tel événement? Comment penser ou repenser les dispositifs de sécurité? À n'en pas douter, l'organisation des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Paris resteront un moment fort pour toute la communauté de défense et de sécurité très impliquée dans l'événement et un exemple d'un dispositif de lutte contre le terrorisme efficace. Alors, pour évoquer ces enseignements, je vais demander à Laurence Binder de JOS Project de venir avec tous les panélistes. Monsieur Nunez, on va... Bonjour à tous, bon après-midi, bienvenue à cette table ronde sur la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je suis Laurence Binder, ancienne auditrice de l'IHEDN et cofondatrice de JOS Project, Jihadoscope. Nous sommes une équipe d'analystes qui travaillons sur la stratégie de communication des groupes extrémistes violents. Et donc j'ai le privilège aujourd'hui d'animer cette table ronde avec à mes côtés quelques-uns des principaux architectes de cette mission de sécurisation. Alors, rappelez-vous, il y a un an, cette mission avait suscité beaucoup de pessimisme, une certaine incrédulité, notamment par des voix coutumières du French bashing, sur les capacités de la France à mener à bien cette mission de sécurisation. Et en fait, il se trouve qu'effectivement, le défi était de taille, même si cette mission a été menée à bien, avec brio, avec succès, les défis étaient de taille. Les menaces étaient diverses et on avait face à nous une multiplicité d'acteurs hostiles, potentiellement qui comptaient utiliser les JOP comme caisse de résonance pour leurs revendications respectives. Menaces sur les personnes, menaces sur les biens, menaces dans le champ numérique, menaces réputationnelles, risques économiques. Donc vraiment une matrice des menaces et des risques très conséquente. Avec la menace terroriste d'abord, la menace djihadiste, un État islamique à l'époque dont les OPEX reprenaient du service, Al-Qaïda également, qui n'avait jamais cessé de menacer la France. Tout cela dans un contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient, qui dopait en fait la propagande de ces groupes et qui suscitait, qui alimentait des griefs dans des pans de la société bien au-delà des groupes djihadistes. La menace d'ultra-droite également, qui est fragmentée mais qui se structure, qui se transnationalise, et la menace liée à des segments idéologiques de l'ultra-gauche, anarchistes, écologistes radicaux, etc., avec une potentialité de violence urbaine, de subversion violente, de sabotage. À cela s'ajoute le risque de la délinquance et d'autres risques inhérents à ce type d'événement, par exemple le risque inhérent à la gestion des flux humains. Des menaces dans le champ numérique également, avec les ingérences informationnelles de la Russie en particulier, mais pas seulement, le risque des cyberattaques et les menaces sur les flux de données que les opérateurs ont dû anticiper. Tout cela avec des pics de risque, notamment au moment de la cérémonie d'ouverture,
et avec des surprises, des éléments inattendus, avec la dissolution et les élections anticipées qui auraient pu susciter des mouvements, des tensions sociales supplémentaires. Donc face à cette matrice de risques et de menaces, la mission de sécurisation, évidemment, a constitué un défi majeur, un défi complexe à plusieurs égards. En termes de mobilisation des services concernés, les forces terrestres, aériennes, maritimes, cyber, le renseignement, les autorités judiciaires, l'industrie, les autorités de santé, les transports, etc., etc. En termes d'articulation, de coordination, également d'interopérabilité entre les différents ministères et les services mobilisés. Et là, je parle de cela au niveau interforce, mais également au niveau du continuum civilo-militaire et des partenariats publics-privés au niveau de l'industrie, avec des enjeux en plus de souveraineté dans le choix des partenaires de l'État. Et donc un certain nombre de problématiques clés se posaient en particulier. Comment assurer la transition entre la phase préparatoire, stratégique centralisée, et la phase de déploiement, entre conception et opération sur le territoire jusqu'au dernier maillon de la chaîne? Comment ensuite assurer un suivi, une réactivité au cours de l'événement dans tous les champs de conflictualité qu'on a mentionnés? Comment sécuriser au plus serré, sans trou dans la raquette, tout en respectant les libertés individuelles et l'état de droit? Et ensuite, suite à ce succès, quel est le RITEX? Qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'il y a une pérennisation en termes de sécurité pour les Français? Comment capitaliser sur le savoir-faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir exporter aux JO de Los Angeles, de Brisbane? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir renouveler et consolider pour nos JO d'hiver à nous en 2030? Autant de questions auxquelles les 6 intervenants vont pouvoir nous éclairer autour de cette table ronde qui s'annonce riche et dense. Alors, je vais présenter chacun des intervenants, à commencer par Laurent Nunez. Laurent Nunez est depuis 2022 préfet de police et préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris. Il est sorti de l'ENA en 87, suite à quoi il a notamment occupé le poste de directeur de cabinet du préfet de police de Paris et préfet des Bouches-du-Rhône. Il a également été directeur général de la sécurité intérieure en 2017-2018, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur en 2018-2020 et coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme jusqu'en 2022. À côté de lui, Olivier Brun a été conseiller JO du directeur général de la police nationale, avec la responsabilité du suivi stratégique, de la planification et de la coordination des services de police. Olivier Brun a commencé sa carrière à l'Académie nationale des cadres de la police, puis a travaillé dans la cybercriminalité au ministère de l'Intérieur. En 2008, il rejoint le cabinet du Premier ministre avec le poste de directeur adjoint de l'Académie du renseignement. Et en 2018, il rejoint à nouveau le ministère de l'Intérieur, où il est chargé de l'innovation et de la prescription des équipements à la direction des achats, de l'innovation et de la logistique. À côté de moi, le général Xavier Dussept, qui était lors de ces JOP à la tête de la région de gendarmerie d'Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris. Auparavant, il a notamment dirigé les groupements de gendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde, la gendarmerie de la Réunion. Et en 2019-2020, il avait été directeur de cabinet dans 2 ministères, mer et outre-mer. Et il est depuis novembre 2024 conseiller du gouvernement pour la défense. Le général Éric Chassebeuf est le commandant de l'état-major interarmé du territoire national métropolitain depuis septembre 2024. Il a commandé le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Castres. Et en septembre 2022, il a pris la fonction de général adjoint engagement du gouverneur militaire de Paris, officier général de zone de la défense et de sécurité de Paris et commandant de la zone Terre Île-de-France. Patrick Guyonneau est le directeur de la société du groupe Orange depuis 2021. Auparavant, il avait exercé plusieurs fonctions de direction au sein de la DGA, Direction générale de l'armement, puis des directions générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans le domaine des technologies de sécurité ou de renseignement. Il enseigne actuellement à Sciences Po. Et le général Richard Lizuret,
qui a été directeur général de la Gendarmerie nationale de 2016 à 2019. Il a auparavant occupé des fonctions de commandement opérationnel en gendarmerie mobile et en sécurité publique. Il a été notamment membre du cabinet du ministre de la Défense et conseiller sécurité auprès du ministre de l'Intérieur. Et il a participé à la gestion de plusieurs crises, en particulier celle des Gilets jaunes et celle du Covid. Depuis 2020, Richard Lizuret est adjoint au maire de Chartres, vice-président de Chartres Métropole, en charge de la sécurité et de la cybersécurité. Il est également président de la société Aquilos et accompagne actuellement Soprasteria dans son vertical défense et sécurité. Et c'est à ce dernier titre qu'il interviendra ici. Laurent Nunez, vous avez été l'architecte central de la mission de sécurisation des JOP. Peut-être que vous pouvez nous parler du rôle clé joué par la structure de commandement unique dont vous disposiez et de son rôle de déterminant dans la chaîne de commandement, et puis sur les autres points qui vous semblent pertinents. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, juste quelques mots. D'abord, vous dire évidemment tout le plaisir que j'ai à retrouver des têtes qui me sont bien familières et avec lesquelles on a travaillé pendant 2-3 ans de manière continue sur la préparation de ces Jeux olympiques et paralympiques. On avait 2 séquences. Vous dire évidemment que pour nous, la difficulté essentielle, c'est que c'était un exercice qui était totalement inédit. Donc, exercice inédit pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'avait pas organisé de Jeux en France depuis, je crois que les derniers, c'était 1922-24. Et en tout cas, c'était l'époque où les Jeux se déroulaient dans un stade ou 2. Toutes les compétitions étaient réunies, il y en avait beaucoup moins. Donc voilà, c'était complètement inédit. Vous allez me dire, certes, il y a des Jeux olympiques tous les 4 ans, des Jeux paralympiques tous les 4 ans, mais ce qui était très inédit dans le dispositif français, enfin dans l'organisation des Jeux Paris 2024, c'est que pour une partie quand même non négligeable, les Jeux se déroulaient en site ouvert, et tant qu'à faire en plein centre de Paris. Donc évidemment, c'était pour nous extrêmement compliqué, on n'avait pas de référence particulière. Bon. Ça, c'est le premier point. Et évidemment, quand vous posiez la question de l'héritage, forcément, ça crée un héritage et un savoir-faire. Vous avez forcément vu que tout le monde rêve de voir le Tour de France non plus arriver sur les champs, mais finir sur les champs, mais passer par Montmartre. Tout le monde ne rêve plus que de réinstaller la Vasque, de faire des grands concerts dans Paris, ce qui, nous, évidemment, nous remplit de joie, puisqu'on se dit que les gens doivent penser qu'on sait bien faire, mais qui nous inquiète quand même toujours un peu. Donc voilà, il y a tout ce, sans compter les forces et les renforts qu'on va être encore obligé de demander. Donc voilà, il y a une partie de l'héritage qui est quand même la preuve qu'ont fait les services, les forces de sécurité intérieure françaises, dans toute leur diversité, à la fois dans la dimension évidemment police, préfecture de police, police nationale, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, et puis évidemment les militaires, les forces armées. Donc la preuve qu'on a faite au monde entier de notre capacité à organiser un événement dont vous avez raison de rappeler qu'on nous prédisait que nous n'étions pas capables de le faire, qu'il allait forcément se passer plein de trucs et que ça allait être une catastrophe. Il n'en a évidemment rien été. Donc, pour partie, d'ailleurs, ces propos étaient portés par des responsables politiques, dont on peut penser qu'un jour ils aspirent à être aux responsabilités, et dont on mesure la confiance qu'ils accordent finalement aux forces de sécurité intérieure. Donc, donc porté par des médias, on a démenti évidemment tout ça, et ça, je crois que ça reste quand même une de nos grandes fiertés. Pour parler des missions qui ont été les nôtres, évidemment, la préparation, c'est quelque chose qui est fondamental, et notamment la planification. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nous a tous mobilisés. Alors, c'est vrai que vous dites que j'étais le grand architecte. Oui, parce que j'étais désigné comme responsable unique, moi, pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques sur toute la région Île-de-France, donc au-delà de ma zone de compétences habituelle. Mais en même temps, c'est un travail très collectif. C'est-à-dire qu'on a travaillé tous ensemble, tout le temps. Et ça, c'est aussi un des secrets de la réussite des Jeux. C'est qu'on a travaillé de manière collective. Voilà.
Et le préfet de police et ses équipes ne savent pas tout faire tout seuls. Ils ont besoin de tout le monde. Et j'y reviendrai parce qu'il y avait plein de points qui étaient... Enfin, j'y reviendrai dans les 10 minutes qui me sont imparties. Je vais aller vite. Mais il y a plein de points pour lesquels on avait évidemment besoin de l'expertise, soit des services centraux, soit du collectif au sein de la région Île-de-France. Je rappelle que la région Île-de-France, c'est la préfecture de police pour les 4 départements que sont Paris et les 3 départements de Petite Couronne, la direction générale de la police nationale en Grande Couronne et la direction générale de la gendarmerie nationale également en Grande Couronne, et puis le dispositif militaire Sentinelle qui rayonne, lui, sur tout le périmètre de la région. Bon. Donc évidemment, il était absolument indispensable qu'on se parle dès la phase de planification. Alors, la planification, je vous la fais courte, mais ça veut dire être capable d'organiser l'équivalent de 25 championnats du monde en même temps. C'est un peu ça, les Jeux Olympiques, en fait. Au même moment, c'est-à-dire sur à peu près 25 sites, pour ce qui nous concerne, avec en plus des épreuves sur route, des courses, courses cyclistes, marathons. Voilà, donc c'est notre capacité. Alors, la capacité à organiser ces événements les uns après les autres, ça, on sait faire. On a l'habitude. On venait d'organiser la Coupe du Monde de rugby en France, qui s'était déjà déroulé en France en 2007, donc on connaissait. Mais la capacité à organiser une succession d'événements au même moment, ça, il fallait évidemment une planification qui soit faite vraiment à très haut niveau. Planification, ça veut dire définir des dispositifs de sécurité autour de chaque site, le volume d'effectifs indispensable pour ce faire, les règles de circulation, les périmètres de circulation autour des sites. Et ça a été un travail qu'on a fait collectivement, évidemment aussi avec le COJO. Il ne faut pas oublier l'organisateur qui a joué un rôle majeur également dans la sécurisation des Jeux. Je salue d'ailleurs le général Lery qui est ici avec nous et qui était notre interlocuteur pour le COJO. Et donc ça, c'était évidemment indispensable. Mais donc, site par site, on a défini nos besoins en effectifs et on a planifié tout ça, encore une fois, protection des sites, règles de circulation, qui étaient quand même très complexes. Tout le monde se souvient de ces zones périmètre rouge, périmètre bleu autour de chaque site. Pour les courses, des gros périmètres rouges un peu partout. Et donc, on a défini toutes ces règles. Et puis, vous l'avez cité, il y avait aussi le dispositif de lutte contre la délinquance, c'est-à-dire la sécurisation de voies publiques, qui était également importante, puisque on nous prédisait aussi des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes. Évidemment, ça ne s'est pas produit, mais c'est parce qu'il y a eu des déploiements policiers importants. Et donc, il y a eu là tout ce travail de planification qu'on a fait ensemble avec la centrale. Donc, par exemple, pour la police nationale, c'était Olivier qui était en charge de cela. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait estimé nos besoins, il fallait générer les forces, faire remonter à Paris des forces mobiles, des escadrons de gendarmerie mobile, CRS, et puis des policiers, des gendarmes territoriaux, donc qui sont montés massivement à Paris et qui sont venus nous renforcer. Sinon, évidemment, les seules forces de la préfecture de police n'auraient pas suffi. Et il a fallu faire monter l'ensemble de ces effectifs à Paris. Et c'était vraiment un challenge. Donc voilà, il y a eu toute cette période de programmation. Alors je vous passe tout ce qui concernait la logistique, les locations d'hôtels, les accueils, les hébergements. Et puis on s'est, dans cette planification, nous sommes, en tout cas pour la région Île-de-France, nous nous sommes répartis les missions. C'est-à-dire sous l'autorité du préfet de police, chaque force avait des missions bien précises. Et nous avons travaillé, je crois que ça aussi c'est un héritage des Jeux, dans une logique qui était missionnelle, c'est-à-dire Xavier Duceppe, qui était le commandant de la région de gendarmerie, moi je lui confiais un site ou une mission qu'il assurait avec les moyens pour lesquels je lui faisais une grande confiance. On pouvait s'écarter de les moyens qu'on avait planifiés. Ce qui comptait, c'était d'atteindre le résultat. Les moyens m'importaient peu. Voilà, on a travaillé dans une logique missionnelle. Même chose avec les policiers, évidemment, les policiers venant de l'extérieur, et même chose avec les effectifs de la préfecture de police. Ça a été essentiel. Je crois qu'on le retient d'ailleurs pour l'avenir, de travailler dans une logique missionnelle. Et même chose avec les armées, où le dispositif Sentinelle a été pour nous indispensable également dans la réussite des Jeux, où on a confié aux forces armées. Donc pour la région Île-de-France, c'est le gouverneur militaire de Paris, dont Eric était l'adjoint. On a confié un certain nombre de missions à charge pour eux de les remplir. Moi, je ne regardais pas le nombre d'effectifs qui étaient affectés.
l'exemple le plus connu, c'est la sécurisation du port d'embarquement pour la cérémonie d'ouverture. Et bien d'autres missions, missionnelles, de sécurisation. Voilà. Donc on a travaillé en logique missionnelle, sous l'autorité du préfet de police, évidemment, mais en laissant une grande latitude et une grande liberté d'organisation, sinon ça n'aurait pas fonctionné. Un mot pour vous dire qu'il y a un élément qui a été extrêmement important dans la réussite des Jeux, c'est le temps que nous avons passé à concerter, c'est-à-dire à expliquer les règles de sécurité que nous mettions en place. Partout dans la région Île-de-France, chaque préfet dans les territoires. Moi, pour Paris, je suis même allé aussi dans les territoires, notamment en Petite Couronne. On a expliqué pourquoi il y avait des règles de contrainte, des règles de sécurité, des règles de circulation. On a pris énormément de temps à expliquer tout ça. Et c'est quelque chose qui s'est avéré indispensable, parce que, et avec le COJO, bien sûr, à chaque fois, systématiquement. Parce que ça nous a permis, finalement, d'adapter nos dispositifs à la réalité de la vie des gens. Vous savez, les règles de circulation, c'est qu'autour des sites, on ne pouvait pas rouler en véhicule quand même, donc c'est quand même un peu contraignant. Et on a bâti tout un système de dérogation qui ont permis de rendre les choses acceptables. Voilà. Et ça aussi, c'est un héritage, je pense, pour l'avenir. Concerter, c'est quelque chose d'important, mais quand ce sont des vraies concertations. C'est-à-dire qu'on écoute les gens, et quand des demandes nous paraissent recevables parce qu'elles correspondent à des vrais besoins, eh bien on adapte nos règles. Et ce qu'on a fait. Alors évidemment, c'est passé par la distribution de QR codes qui ont suscité un certain nombre de polémiques, mais dont je note maintenant qu'ils sont repris allègrement un peu partout. Il en est question pour la ZFE, il en est question pour la ZTL à Paris. Bon, voilà, donc cette concertation, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et puis je crois que l'une des... Alors je ne parle pas de la cérémonie d'ouverture, on y passerait des heures, ça a été pour nous quand même l'épreuve majeure. Le début des Jeux, la cérémonie d'ouverture, c'est une épreuve majeure parce que ça ne s'était jamais fait. On a sécurisé ça de manière extrêmement exhaustive en instaurant un périmètre de sécurité 8 jours avant, qui était un périmètre de protection antiterroriste, donc on a contrôlé les entrées et les choses se sont bien passées. Et notre plus grande fierté, c'est que tous les athlètes sont montés sur les bateaux. Il n'y a eu aucune délégation, notamment les plus sensibles, qui n'ont pas fait monter leurs athlètes sur les bateaux. Et on a eu une grande confiance de la part de l'ensemble des services. Je pense notamment au service israélien, au service des États-Unis, service britannique. On n'a pas eu de soucis de ce point de vue. J'en terminerai juste par deux petits points pour rester dans les délais du temps qui m'est imparti. Deux petites remarques. Ce qui a été le plus compliqué pour nous quand même, ça a été la gestion au quotidien. Bon. Parce que tous les jours, les choses pouvaient évoluer. Déjà, nous, quand on a préparé les Jeux, on prévoyait la sécurisation de sites, la sécurisation de courses sur route. On n'avait pas forcément prévu tous les événements qu'il y avait autour des Jeux, dont nous n'avions pas la charge contractuellement. On n'avait pas la charge de sécuriser les manifestations festives qu'organisaient les grands partenaires privés, par exemple des Jeux. Bon, on n'avait pas forcément la charge de s'occuper du Club France, qui a été un succès énorme, mais très rapidement, il nous est apparu quand même compliqué de ne pas quand même assurer une couverture de ces événements, même si elle était limitée, mais elle n'était pas forcément prévue, voilà, de base. Ça ne nous paraissait pas possible parce que... Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on remplaçait ce que faisait le COJO, c'est pas ça du tout. Mais la périphérie sur voie publique autour de ce type d'événement, on ne pouvait pas s'en désintéresser complètement. Donc voilà, donc on a eu des missions nouvelles qui se sont greffées. On a quand même eu, pendant cette période, la dissolution. Donc il y a eu ce moment-là. On a eu les incidents en Nouvelle-Calédonie qui ont réduit les forces qui nous étaient disponibles. Et donc, moi, la plus grande difficulté, je la situe à ce niveau-là, c'est que
tous les jours, on adaptait le dispositif. Tous les jours, on adaptait le dispositif en lien très étroit avec les directeurs généraux, gendarmerie nationale, police nationale, et puis évidemment avec et leurs échelons locaux, notamment avec Xavier Duceppe, et puis avec la chef d'état-major de la DGPN pour la police nationale. Donc, tous les jours, il fallait un petit peu jongler ce qui a été accepté par les effectifs. C'était parfois un peu compliqué. Il y avait certaines forces à qui on confiait sur le papier la sécurisation d'un site, puis finalement qui se retrouvaient sur d'autres missions parce qu'on n'avait pas le choix. Et ça, pour moi, c'est ce qui a été le plus compliqué. Ce qui a été parmi les grandes réussites, et j'en terminerai par là, au titre de l'héritage, c'est qu'on a réussi ce qui nous inquiétait collectivement le plus, c'est-à-dire comment on se parle. Comment on se parle dans la vraie vie, pendant les jeux, entre le COJO, les forces de sécurité intérieure, nous-mêmes, comment on se parle entre la préfecture de police, qui avait le centre zonal de commandement, qui elle-même a 5 ou 6 salles, entre la circulation, la sécurité publique, l'ordre public, le secours santé, et comment on parle avec les organisateurs, comment on parle avec le colonel de gendarmerie ou le commissaire de police qui va être en charge de la sécurisation d'un site. Comment tout ça nous remonte et comment on articule, comment on veille à ce que nos instructions redescendent bien au bon niveau. Ça s'est très bien passé. Voilà, c'était notre préoccupation avec le COJO. Le COJO ayant sa propre organisation, qui ne correspond pas forcément à celle des forces de sécurité intérieure. Et ça s'est très très bien passé. On n'a eu aucune difficulté. Et donc je pense que ce modèle qu'on appelait dans notre jargon le C3 a extrêmement bien fonctionné, et y compris avec l'autorité centrale, puisque nous avions également un suivi qui était fait au ministère de l'Intérieur à travers le Centre national de crise, le CNCS. Donc ça s'est extrêmement bien passé. Donc qui était dans une dimension plus stratégique, au niveau national, plus stratégique, fourniture de moyens, et nous étions plus dans l'opérationnel, et on n'a eu aucune difficulté à passer des instructions, à passer les... Voilà. Donc et ça, c'était important, parce que pour nous, c'était totalement inédit. Avoir autant de postes de commandement. Dans chaque site, il y avait un poste de commandement. Donc comment il s'articulait, comment il discutait avec le niveau du dessus, à quel niveau on situait le niveau du dessus. Voilà, donc tout ça, ça a donné lieu à de nombreuses discussions. Et on a bâti finalement un système qui a été robuste. Et je crois qu'on peut dire, je parle sous le regard du général Leray, c'était quand même un sujet, c'est quelque chose qui nous inquiétait. Est-ce qu'on va bien se parler les uns les autres? Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Après, évidemment, on pourra répondre aux questions si je peux rester jusqu'au bout, ce qui n'est pas certain. Mais voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur les points majeurs. Mais je pense que toute l'équipe qui est ici à cette table a vécu les choses de la même façon que moi et peut répondre aussi bien que je pourrais le faire. Merci beaucoup, Laurent Niès, pour ce panorama, cette synthèse panoramique de cette immense tâche. Et on retiendra l'importance de la concertation, de la discussion en verticale et en horizontale, et de la capacité d'adaptation considérable dont les services ont fait preuve. Olivier Brun, je vais vous laisser la parole pour... je pense que vous allez nous parler de la phase de planification et du déploiement des différentes forces de police. Oui, merci Laurence. Il n'y aura évidemment pas beaucoup de surprises par rapport à ce qui vient d'être dit par le préfet du Nez. Je voudrais d'abord évidemment revenir sur la planification et cette démarche inédite que nous avons menée 2 ans et demi avant l'échéance. Je crois que tous les interlocuteurs autour de la table ont la fameuse phrase de Benjamin Franklin qui dit que toute minute passée à préparer est 1 heure de gagner pour la suite. Ça a guidé, je crois, notre travail pendant les 2 ans et demi de préparation. Avec, pour la police, la particularité, on dit souvent que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'immédiateté, de la crise. C'est vrai, en tout cas, pour la police nationale, qui n'avait pas forcément l'habitude de la planification à long terme. Et donc, c'est une démarche inédite, une démarche vraiment innovante que nous avons menée au sein de la police nationale pour réussir cet événement. Pour ça, nous avons mis en place une feuille de route, des échéances. Et puis, et ça c'était important et c'était une volonté du directeur général, monter des équipes dédiées avec des cellules dans chacune des directions de la police nationale qui très tôt ont pris à cœur et à corps l'ensemble des problématiques pour les suivre, les piloter,
dans une logique un peu itérative. J'avais coutume de dire qu'on travaillait un peu en logique floue, c'est-à-dire qu'on fait un pas, on progresse, et puis on remet l'ouvrage sur le métier et on se dit comment on peut encore progresser, comment on peut encore améliorer. C'est dans cet esprit-là d'ailleurs que nous avons fourni les renforts au préfet Nunez et à la préfecture de police. On fait une première ébauche, un premier travail, puis on y revient encore et encore, jusqu'à aboutir à l'objectif en faisant en sorte de ne rien oublier et de réduire les incertitudes. Donc ce travail de planification, c'était vraiment le point majeur pour nous, encore une fois, dans une institution qui n'avait pas forcément une grande culture de ce travail de planif. Je précise en outre qu'on l'a fait en totale concertation. On a une autre particularité dans la police nationale, c'est qu'il y a des organisations représentatives, et à la demande du directeur général, nous avons animé toutes les semaines des réunions de travail avec les organisations syndicales pour leur parler, pour échanger, et je dois dire que ça a été particulièrement profitable dans les deux sens. D'abord parce qu'ils nous ont fait remonter des informations que nous aurions parfois eu du mal à obtenir de la chaîne hiérarchique, et à l'inverse, et je le dis très directement, ils nous ont aussi aidés à atteindre nos objectifs en relayant parfois des messages qui nous semblaient particulièrement importants. Je crois d'ailleurs qu'ils ont salué le travail qui a été fait de cette manière-là, et c'était pas évident au départ. Je crois que c'est à mettre au crédit de toute l'équipe de préparation des Jeux Olympiques. Alors, le travail opérationnel, le deuxième temps, c'est une implication sans précédent de toute la police nationale. Dans un contexte général sur lequel je voudrais revenir, il faut être conscient, évidemment, que partout en France, il faut garantir la sécurité pendant les Jeux Olympiques. C'est une vraie aporie. C'est comment on fait le maximum, tout en faisant par ailleurs le minimum partout ailleurs. Et ça, c'était un vrai enjeu, de ne pas réduire la sécurité partout dans le territoire, de faire en sorte que quelqu'un puisse venir déposer plainte pour des violences conjugales ou pour un vol, sans pour autant, ne pas réduire cette sécurité-là, alors même qu'on faisait un effort très particulier pour les villes olympiques. Encore une fois, c'était vraiment un enjeu fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ministre a décidé de mettre l'ensemble du personnel sur le terrain à 100% pendant cette période olympique. En tout cas pour nous, c'était fondamental pour assurer l'ensemble de cette réussite. Je voudrais dire aussi, parce que ça a été dit par le préfet Nunez, la cérémonie d'ouverture, point d'orgue fondamental. Vu de la police nationale, il y avait un autre moment fondamental un petit peu avant, le 8 mai, l'arrivée de la flamme à Marseille. Pourquoi c'était fondamental ? Parce que ce premier événement allait donner le là de la réussite de la suite. S'il y avait eu le moindre problème ce jour-là, on sait qu'on aurait dû réagir d'une manière différente par rapport à ce qu'on avait anticipé par ailleurs. Et donc il fallait vraiment faire l'effort maximum ce jour-là et les jours qui ont suivi avec le relais de la flamme dans plus de 64 départements. Je voulais y insister parce que c'est vraiment quelque chose qui a cristallisé l'attention au début du mois de mai, faire en sorte qu'on ait la bonne note au bon moment avant l'événement en lui-même. Et puis ça a été dit aussi, il ne faut pas oublier qu'il y avait eu la Coupe du Monde de rugby l'année d'avant, qui est ni plus ni moins que le 4e événement sportif mondial. C'est 1,4 million de billets vendus, quand les Jeux Olympiques c'est plutôt 10 fois plus. Mais c'est quand même un événement majeur mondial, ça s'était particulièrement bien passé. Nous avions tiré un certain nombre de retours d'expérience, d'éléments, 54 mesures pour la police nationale pour préparer les Jeux Olympiques. Et le ministre le rappelait souvent, c'était la première mi-temps d'un événement majeur, alors que c'était même en soi un événement majeur. Et on n'oublie pas d'ailleurs qu'il y avait eu aussi la visite du pape, la visite du roi d'Angleterre, pour lesquelles, au passage, c'était la première fois qu'on engageait 100% des compagnies républicaines de sécurité sur les quelques jours-là, événements renouvelés durant les Jeux Olympiques. Je voudrais insister également sur le travail collaboratif. Ça a été dit, mais c'était fondamental, et de notre point de vue également. Travail collaboratif avec tous les partenaires de sécurité évidemment, nos homologues de la gendarmerie, ça se passait au quotidien. J'avais un homologue au cabinet, on se voyait également très régulièrement. Tout ça s'est passé de manière très fluide. Je dois pouvoir dire d'ailleurs, et sans rien dévoiler, que ce sera souligné aussi par la Cour des comptes dans son retour d'expérience, cette capacité qu'on a eue collectivement à travailler ensemble. Sous un pilotage ministériel avec l'organisateur, ça a été dit aussi, je n'y reviens pas,
Et puis avec ce travail, les militaires diraient de fusion cell, de centre de commandement ministériel, pour lequel nous avions aussi à armer des postes et à faire en sorte que l'information remonte. C'était aussi un de nos points d'attention. Les Jeux se passaient essentiellement à Paris, en région parisienne, mais pas totalement. Et il fallait aussi faire en sorte que l'ensemble du territoire soit bien pris en compte, H24, puisqu'il y avait aussi Tahiti, donc avec un décalage horaire qui nécessitait que ce fusion cell soit bien alimenté par les bonnes informations au bon moment. Dire également que toutes les directions étaient vraiment impliquées. J'ai parlé tout à l'heure rapidement des CRS. On pourrait parler des écoles de police. On a vidé littéralement les écoles de police. Tous les élèves qui étaient en formation, des gardiens de la paix jusqu'aux commissaires, étaient sur le terrain pendant les Jeux Olympiques au service de la préfecture de police. Donc on a vidé les écoles, 5000 policiers de plus. La direction, la police aux frontières était à 100% sur les aubettes dans les aéroports et les gares, en particulier internationales. La DCIS, qui est commune avec la gendarmerie, a géré plus de 1750 policiers étrangers qui sont venus nous renforcer. Là encore, c'était fondamental, issus de 44 pays. Et puis tous les services spécialisés. Alors on pourrait citer évidemment les unités cynotechniques, on en a vu quelques-unes tout à l'heure, mais on pourrait citer aussi, de manière parfois plus incongrue, des montagnards qui sont venus à Paris parce qu'on avait envisagé des cas de décrochage de banderoles à réaliser sur certains sites. Voilà, tout ça a été à appréhender. Dernier point, et je terminerai par là, revenir sur les défis réalisés et la façon dont on a tiré un certain nombre d'enseignements. Alors, j'ai souvenir, quand j'ai démarré ma carrière, d'un chef qui m'avait dit que finalement l'administration, c'était un métier notarial et qu'il fallait tout écrire et se souvenir de tout. Je crois qu'on a gardé un peu cette idée-là dans le travail Jeux Olympiques. Ça a été fondamental de vraiment tout noter, tout écrire, et avancer de cette manière-là, ce qui nous a permis d'ailleurs de tirer un retour d'expérience très rapide des Jeux Olympiques, et puis de faire face, parce qu'on l'a envisagé dès 2 ans avant l'événement, de savoir que dans un système démocratique, il y a des organes de contrôle qui viennent, la Cour des comptes, je l'ai mentionné tout à l'heure, ou d'autres, qui viennent voir si on a bien procédé de la bonne manière. 3 défis qui ont été réalisés. Le défi opérationnel, je n'y reviens pas totalement, peut-être en insistant sur un point. On avait échangé avec mon homologue gendarmerie, je me souviens très bien du jour dans la cour de la préfecture de police, en disant au tout début de notre travail qu'on allait recréer les régiments de 1914 en faisant monter des policiers et des gendarmes de toute la France en région parisienne. Je voudrais insister sur un point, sur la création des compagnies de marche. Nous avions mis en place dans chaque département des compagnies avec une hiérarchie, une structure, à l'image de ce qui se fait dans les armées ou dans les forces mobiles, pour faire en sorte d'avoir un commandement facilité et une mise en œuvre opérationnelle simple. La deuxième chose, c'est évidemment l'aspect logistique. Là encore, je pense que les organes de contrôle le souligneront, la capacité à résoudre cette difficulté logistique et cet enjeu. Hébergement, restauration, un chiffre qui marque les esprits. La police nationale a réservé 1,1 million de nuitées pour la période olympique élargie, mais c'est un chiffre considérable. C'est 770 000 vacations. Voilà, ce sont des chiffres qui marquent les esprits. Et puis le dernier défi, celui sur lequel on peut insister parce qu'il me semble important, c'est le défi humain. Le défi humain pour nos policiers d'abord. Tous les chefs nous ont remonté après les Jeux Olympiques qu'ils ont ressenti l'effet olympique auprès de leurs troupes. Ce sont des gens qui ont été habitués pendant 15 jours à vivre ensemble. Ce n'est pas toujours le cas au quotidien. Ça change un petit peu la donne, peut-être comme certains militaires peuvent le connaître en OPEX. Les valeurs de la police nationale, là encore, ça a été l'occasion de mettre en avant ces valeurs-là. Pas seulement d'ailleurs avec les sportifs de haut niveau, la police nationale c'est 10 médailles olympiques et paralympiques, mais aussi dans ce rapport au respect, à l'excellence qui peuvent être des valeurs olympiques. Et puis le lien avec la population, ça va de pair. Je pense que tout le monde a été frappé par ce lien avec la population, cet état d'esprit qui s'est noué, qui nous semblait particulièrement important. Donc 3 défis relevés. On pourrait gloser longuement sur l'héritage. L'héritage, c'est des héritages techniques. Moi, je crois que l'héritage le plus important pour la police nationale, il est assez immatériel. C'est la gestion de la complexité. Encore une fois, et je l'évoquais au début de l'intervention, on n'avait pas forcément l'habitude de cette complexité-là, et de manière un peu
structurelle, on pourrait dire que c'est une avancée sur la gestion de la complexité. Voilà. Je terminerai simplement pour dire effectivement que ce travail-là, il a été salué à l'étranger aussi. J'ai eu l'occasion de me déplacer récemment aux États-Unis et ils nous regardent à la fois avec admiration et une forme d'inquiétude aussi, parce qu'ils sentent poindre un certain nombre de difficultés. La Coupe du monde de football, puis les Jeux Olympiques en 2028. Il y aura l'Australie ensuite, ça a été dit. Et pour terminer, si on retenait qu'une seule image, et pour en avoir discuté avec un certain nombre de policiers, pour avoir eu des remontées, je pense qu'il y a une fierté collective d'avoir participé à cet événement vraiment très exceptionnel. Merci beaucoup, Olivier Brun, d'avoir rappelé tous ces éléments, notamment les volumes impressionnants et puis le travail d'apprentissage continu, itératif, incrémentiel, qui rappelle ce que disait Laurent Nunez juste avant. Le général Ducept, je vous laisse la parole pour parler de la mobilisation massive de 18 000 militaires au quotidien sur le territoire national. Oui, merci à vous. Je crois que vous l'avez remarqué au travers des propos de Laurent Nunez, préfet de police, d'Olivier Brun. Ce qui nous a réunis, c'était répondre à un enjeu, mais c'était aussi une passion. Répondre à un enjeu, c'était celui d'offrir une sécurité maximum à la fois à nos concitoyens, mais aussi au monde entier qui venait participer, profiter de ces Jeux dans un cadre exceptionnel, celui de Paris, et offrir cette sécurité avec une vraie convivialité pour que ces Jeux soient une fête pour tous. Et je crois que cet enjeu, il a été partagé autour du préfet de police et que pour la gendarmerie, on l'a traduit par la volonté de répondre présent en termes de volume de force engagée, parce que le challenge était énorme. Vous le disiez, lors de la cérémonie d'ouverture, c'était 18 000 gendarmes qui étaient engagés. En moyenne, pendant les JO, nous avons engagé 12 000 gendarmes. Et si on prend le compte complet des gendarmes qui ont été engagés pendant tout le long de la période, pendant les 2 mois des Jeux Olympiques, ce sont près de 30 000 gendarmes qui se sont succédés sur la plaque parisienne. Plus du quart de la gendarmerie, d'active et de réserve, a été engagé pendant ces JO. Donc un engagement très fort en termes de volume, un engagement très fort aussi en termes de compétences, car nous n'avons pas simplement engagé des volumes de force, nous avons engagé des personnels en capacité de remplir toutes les missions qui nous étaient données par le préfet de police et ses directions opérationnelles, évidemment de sécurité publique, de sécurité des sites, de circulation, d'escorte, de sécurité des transports collectifs, une mission dont on n'a pas parlé jusqu'alors, mais qui a été déterminante pour à la fois sécuriser l'ensemble du périmètre francilien, mais aussi pour donner un sentiment de sécurité aux populations, à la fois aux populations franciliennes, mais aussi aux touristes qui venaient. C'est 700 patrouilles journalières dans les transports collectifs qui ont fait que, je pense que pendant les JO, on avait vraiment pu prendre les transports collectifs en toute sécurité, avec, pour les franciliens et pour les touristes, l'idée que c'était devenu le vecteur de transport naturel pendant toute la période. Donc, un volume, une compétence, une organisation. Olivier Brun l'a dit, cette organisation, elle s'est basée d'abord sur nos forces mobiles qui sont habituées à venir s'engager sur la plateforme parisienne, mais aussi sur la création de compagnies de marche au sein de la police nationale comme au sein de la gendarmerie nationale, des compagnies de marche qui étaient structurées toutes de la même manière, qui disposaient toutes des mêmes effectifs, des mêmes capacités, et qui donc étaient d'une certaine manière interchangeables pour le préfet de police, et qui lui a permis une capacité de manœuvre importante tout au long de cet événement. Mais je dirais qu'au-delà de l'organisation en compagnie de marche que nous avons proposé au préfet de police, c'était une structuration de commandement complète, on va dire divisionnaire, avec à la tête de cet effectif engagé, eh bien, un COMFOR, fonction que j'ai exercée pendant toute la durée des JO, des commandements de formation spécialisés pour répondre à chacune des missions, et puis des groupements de tactique, comme on peut le voir dans les opérations qui sont menées par les armées, qui structuraient les forces et permettaient de mieux les faire manœuvrer. Et on a pu noter d'ailleurs pendant ces JO que nos forces
même si certaines n'étaient pas habituées à la mission qui leur était confiée, même si beaucoup venaient du reste du territoire métropolitain, elles ont pu à la fois s'intégrer dans la mission très rapidement, mais aussi changer de mission très facilement. Je me rappellerai du parcours de la flamme olympique les derniers jours, les 4 derniers jours avant le démarrage des JO, où ce sont les compagnies de marche de métropole qui ont pris en charge l'essentiel de l'itinéraire, une mission qui n'était pas initialement prévue et qu'elles ont su réaliser de manière extrêmement fluide. Donc on a su aussi apporter, à la fois au travers de notre organisation et de nos capacités de commandement, une capacité opérationnelle de grande qualité au préfet de police. Et puis pour mobiliser ces forces, évidemment, il nous a fallu une logistique sans faille, une logistique qui a permis à la fois d'héberger, d'alimenter, mais aussi de soutenir dans tous les domaines les 18 000 militaires qui étaient projetés. C'est un travail de très longue haleine. C'est d'ailleurs par ce travail que nous avons commencé notre préparation durant les 2 ans de préparation, pour être en capacité d'accueillir un volume de force que nous envisagions dès le début comme extrêmement important, un volume de force que nous savions devoir faire évoluer dans le temps, qui devait être résilient et robuste, c'est-à-dire en capacité de supporter une crise sociale parallèle aux JO. Donc, il nous fallait être à la fois autonome, mais en capacité aussi d'externaliser un certain nombre de nos besoins pour ne pas surenchérir en termes de coûts. Et ce travail de très longue haleine, nous l'avons mené avec nos équipes en parfaite symbiose entre préfecture de police, donneur d'ordre, DGGN qui apportait les capacités, et puis commandement de la gendarmerie Île-de-France qui les préparait et les mettait en œuvre. Je dirais que tout ceci, nous l'avons aussi mis en œuvre, et je reviendrai sur les propos d'Olivier sur nos personnels, parce que nous avons su les mobiliser bien en amont de l'opération, en communiquant auprès des commandements territoriaux, auprès des personnels, auprès de la chaîne de concertation, sur les missions, les modalités d'engagement, les conditions d'engagement qui allaient être les leurs, car pendant ces JO, l'effort qui a été demandé était un effort important. Nous avons gelé les mutations, nous avons gelé les permissions, nous avons demandé à nos personnels de changer de mission pour beaucoup d'entre eux, de changer de territoire. Et je crois qu'ils l'ont fait avec passion, avec le sourire, parce que nous les avons très longtemps auparavant intégrés dans cette manœuvre. Nous avons su les associer pour que même nos choix en matière de soutien correspondent à leurs besoins, et pour leur montrer aussi que nous prenions en compte toutes leurs attentes. Alors si je veux revenir sur quelques facteurs de succès, dire d'abord qu'à mon avis, le premier facteur de succès, ça a été une chaîne de commandement précise, claire, pour tous. La verticalité. Cette verticalité que nous avons eue en termes de préparation de la mission entre le ministère, les directions générales et les unités opérationnelles. Cette verticalité en termes opérationnels entre le préfet de police et ses grands subordonnés, avec une très grande proximité, qui nous a permis d'aller très très vite pour à la fois prendre les décisions et les mettre en œuvre. Le deuxième point, c'est une excellente subsidiarité. C'est-à-dire que chacun est resté dans sa mission. Et je pense que c'était important aussi pour les uns et pour les autres que, au niveau opérationnel, nous ayons l'autonomie nécessaire pour pouvoir engager et assurer les transferts de force, les changements de mission nécessaires. J'avais milité auprès du préfet de police pour que les forces gendarmerie qui allaient être déployées pendant les JO le soient pendant toute la durée des JO, et qu'on n'ait pas des changements de posture entre territoire métropolitain hors Île-de-France et Île-de-France. On a obtenu de nos directions générales que nos forces soient sanctuarisées, et ça nous a permis dans la durée de bien les commander et d'assurer une économie des moyens qui soit maximum. Troisième point de succès, évidemment, c'est la planification dès 2022 de cette opération qui nous a fortement mobilisés, d'abord en équipe projet,
avec un volet très itératif. On a beaucoup travaillé, on fait travailler tout le monde ensemble, que ce soit l'hébergement, l'alimentation, la préparation opérationnelle, pour que, en fait, on ne passe pas à côté de points importants de notre engagement. Et puis, cette capacité à passer de l'itératif, du mode projet, au PC plus structuré, au PC otanien. Alors, on a beaucoup utilisé l'expérience des armées, les exercices qui ont été menés par les armées pour penser notre structuration et arriver début 2024 à un PC opérationnel de type otanien qui a pu facilement se plugger sur celui de la préfecture de police et puis sur celui des armées et qui a répondu à nos attentes. Enfin, un facteur de succès, je voudrais citer, c'est celui de l'adaptation de nos personnels. Parce qu'ils se sont beaucoup adaptés aux missions, au terrain, aux horaires, à la durée. Et ils l'ont fait avec le sourire et avec la volonté de s'engager au mieux pour la sécurité de ces JO. Et ça, je voulais le souligner parce que ça a été un moment fort pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? On a pu nous reprocher d'avoir engagé beaucoup d'effectifs, monsieur le préfet. Je pense qu'on oublie que nous étions confrontés à de nombreuses incertitudes et que face à ces incertitudes, il faut un peu de réserve et que ces réserves, elles étaient nécessaires et que finalement, elles n'ont pas été très importantes du fait des engagements extérieurs qui nous ont amenés à réduire justement le volume de réserve. Et puis il y avait notre volonté aussi, pourquoi il y avait beaucoup d'effectifs ? Parce que je pense qu'il fallait aussi savoir saturer le terrain. Et ce terrain saturé, il a été aussi un des éléments qui nous ont permis de garantir la sécurité de tous. Puis un deuxième point qui est important pour moi à retenir et sur lequel je pense qu'il faut que nous continuions à travailler, et c'est un point qui est propre à la gendarmerie, c'est le fait que peut-être même au sein du ministère de l'Intérieur, les soutiens ne soient pas forcément choisis en premier lorsque nous faisons des choix budgétaires ou des choix d'effectifs. Et on voit bien là, sur une opération de ce type, sur une opération de 2 mois qui nous a demandé 2 ans de préparation, que disposer de personnel en nombre de soutien, en nombre suffisant, de disposer de personnel militaire de soutien, projetable, mobilisable, de disposer de personnel qualifié, d'outils informatiques, par exemple un système d'information logistique, sont des choses qui sont déterminantes pour réussir des missions où nous engageons des volumes de force aussi importants. Et puis si je veux finir sur une note très positive, c'est sur notre héritage. Moi, je ne reviendrai pas sur ce que l'on a construit en termes patrimonial et que l'on va garder, mais sachez qu'on a construit au minimum, on a construit au juste besoin, mais que ce juste besoin nous permet aujourd'hui de disposer d'un PC en Ile-de-France qui soit pleinement opérationnel pour toutes nos opérations, de capacités d'hébergement qui sont renforcées, de capacités d'alimentation aussi qui sont renforcées, le tout ayant été justement vraiment conçu au plus juste en termes de coûts, et je pense que la Cour des comptes, en effet, a su le noter. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est le positionnement des forces, la capacité des forces à travailler ensemble sous l'autorité du préfet de police, et je crois que ça a vraiment été un élément qui a été marquant pour les uns et pour les autres. Et puis, au sein de la gendarmerie, le fait d'avoir fait travailler ensemble gendarmes mobiles, gendarmes départementaux, gardes républicains, unités spécialisées, personnel d'active et de réserve, je crois que ça nous a donné une très belle cohésion, ça a redonné de la cohérence à la gendarmerie nationale, ça nous a permis de démontrer toute l'importance du caractère du statut militaire des gendarmes, et je crois que ce sont des éléments qu'il nous faudra garder. En conclusion, vous l'aurez noté, et à travers mes propos et ceux de mes prédécesseurs, je pense que pour nous, cette expérience JO est un moment exceptionnel dans nos carrières et une grande fierté pour nos institutions. Merci. Merci Général Ducept. On retiendra la flexibilité, la verticalité de la chaîne de commandement, la subsidiarité, la planification, mais aussi la symbiose et puis le cœur et le sourire des gendarmes impliqués qui étaient clés dans la réussite. Général Chassebeuf, vous allez nous parler, je crois, de l'engagement des armées dans des domaines où elles sont primo-intervenantes, mais également dans des domaines où elles ne sont pas primo-intervenantes, sous l'autorité du préfet de Paris, et de la manière dont tout ça s'est agencé et organisé. Effectivement, merci beaucoup. Bonjour à tous. L'action des forces armées dans le cadre de l'action dans les cadres des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
C'est tout d'abord une action dans les milieux où les armées sont régaliennes. C'est le milieu maritime et le milieu aérien. Le milieu maritime, et je vais essayer d'émailler mon propos de quelques exemples, le milieu maritime, il a eu pour caractéristique de répartir les jeux sur l'ensemble de la planète. Nous avons poussé les moyens de la France et de la protection des Jeux Olympiques jusqu'en Polynésie. En Polynésie, il a fallu équiper un plan d'eau dont vous avez entendu parler, puisqu'il a fallu appuyer la construction d'une tour dont la construction elle-même pour l'arbitrage et les compétitions de surf. Vous imaginez la proximité qu'il y a entre des militaires et une compétition de surf. Vous voyez les types de population. Il a fallu conjuguer cette sécurité et cette protection et cette construction de tours pour assurer la réalisation de ces épreuves de surf de l'autre côté de la planète, en complète coordination avec le COJO et avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure. Il a fallu aussi, dans le domaine maritime, c'est passé un petit peu... ça a été un petit peu invisibilisé, protéger le plan d'eau des compétitions de voile à Marseille. Ça s'attaque une compétition de voile, et très facilement parce que le milieu est extrêmement fluide, est extrêmement pénétrable. Ça s'attaque par la voie des airs, ça s'attaque sur l'eau et ça s'attaque sous l'eau. Il a fallu donc protéger l'ensemble de ces espaces. C'est un petit peu hors du périmètre des fonctions classiques de sécurité, mais c'est des vigilances qu'il faut avoir. Deuxième milieu dans lequel nous sommes régaliens et pourtant qui est en jonction avec le sol, c'est la défense aérienne. Je vous invite online, quand vous retrouverez ce soir, à aller chercher sur Internet l'image radar de la ville de Paris et de son survol le 26 juillet 2024. Vous allez vous apercevoir qu'il y avait des avions partout, sauf dans les 250 km autour de Paris. Aucun aéronef, pardon, deux hélicoptères d'OBS qui assuraient la diffusion et le film de la cérémonie d'ouverture. Ce genre d'image d'une grande capitale avec absolument aucun survol, les grands aéroports fermés, vous ne le retrouvez dans l'histoire récente qu'à un seul moment, pour le 11 septembre 2001, où tous les avions ont été posés. Tout ça, ça demande une préparation en amont, une coordination avec l'ensemble des pays, l'ensemble des compagnies aériennes, l'ensemble de la gestion de l'espace aérien qui a été réalisée par l'armée de l'air. De manière connectée et complètement connectée avec le sol, l'armée de l'air s'est aussi retrouvée en charge de la coordination interministérielle face à une menace, la menace drone, qui est une menace prégnante et qui a fait l'objet d'une coordination très précise. Et là, c'est une coordination intermilieu entre l'armée de l'air et les autorités du ministère de l'Intérieur et bien évidemment sous l'autorité du préfet de police. Cette menace, ne pensez pas qu'elle ne s'est pas manifestée. Ne pensez pas qu'elle s'est manifestée. Il y a eu entre 50 et 100 incidents drones, la plupart bénins, certains incertains. Ne pensez pas que notre dispositif de lutte anti-drone n'a pas été testé. Il l'a été, notamment au-dessus du village olympique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu certaines menaces se manifester que vous ne l'avez pas vu, que le public ne l'a pas vu, que des menaces, des tests n'ont pas été réalisés par ceux qui ne nous veulent sur notre territoire, pas forcément toujours du bien. Le troisième domaine dans lequel nous étions, et là pour le coup nous n'étions que concurrents, qui est un autre milieu, c'est le domaine cyber, où le ComCyber du ministère des Armées était en appui de l'ANSSI, qui avait le lead sur la protection cyber de l'ensemble de la compétition. Maintenant au sol, et je le dis vraiment de manière très simple et très respectueuse, sous l'autorité, et je mets ça en facteur de tout ce que je vais dire après, sous l'autorité du préfet de police de Paris. Alors, dans ma bouche, ça peut vous paraître logique, comme l'ensemble des autres intervenants. Sauf que le ministère des Armées n'est pas un service déconcentré de l'État. Et que donc, par construction de l'ordonnancement juridique de notre nation, un militaire n'a pas, pardonnez-moi, à obéir à un préfet. Ce n'est pas comme ça que c'est organisé. Là, pour les Jeux, l'autorité avait été confiée au préfet de police. Cette autorité, elle a été exécutée, elle a été respectée, jamais remise en cause. Et pardonnez-moi d'être un petit peu obséquieux, elle a été respectée parce qu'elle était éminemment respectable dans la création de ce que le préfet de police a appelé le C3, qui a été une chaîne verticalisée de commandement qui a été extrêmement collaborative et extrêmement efficace.
C'est le point clé de la réussite. Maintenant, tout le monde a parlé de planification. C'était bien évidemment la même chose pour les armées. Septembre 2022, le préfet de police de Paris, et notamment son adjoint Serge Boulanger, qui était secrétaire général de zone de défense, a eu en première approche le dispositif qui était prévu par les armées avant même que le chef d'état-major des armées lui-même ne l'ait. Nous avons co-construit le dispositif. Ce jour-là, j'ai eu la chance de présenter un dispositif qui allait pouvoir varier de... Il y a 3 options, 8 000 militaires, 12 000 militaires, 16 000 militaires. Globalement, le 26 juillet 2024, on était 12 700. On n'était pas loin en termes de planification, on était pas mal. Sauf qu'en septembre 2022, lorsqu'on commence à préparer ce dispositif, la variable d'ajustement, ce n'est pas la menace. La variable d'ajustement, c'est la capacité de la France à honorer la facture en termes de sécurité privée pour participer à la sécurisation des activités du COJO. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, a été un des éléments tournants de notre planification, bien évidemment avec la menace. Le deuxième élément, ça a été une conduite des opérations extrêmement intégrées avec la préfecture de police de Paris. Jamais de ma vie, je n'ai vu un cycle aussi intégré de conduite et d'intégration des dispositifs. Au fur et à mesure que la préfecture de police, avec l'ensemble de ces directions, concevait le dispositif des zones rouges, des zones bleues, etc., avec la perméabilité pour telle ou telle personne et donc à telle ou telle menace dans telle ou telle zone de la capitale, fatalement, ça a amené des reconfigurations de la planification. On dit, nous militaires, que le plan, c'est souvent le premier mort à la guerre. Sur les 700 derniers jours, le plan est mort 700 fois. Tous les matins, il est mort, et il est rené, il a été ressuscité tous les jours. Le troisième point, avant de passer à 2-3 points de conclusion, ça a été la fluidité du dialogue civilo-militaire. Le général de corps d'armée Christophe Abad, qui était mon chef et le gouverneur militaire de Paris, avait bien évidemment accès libre au préfet de police de Paris. C'est comme ça que le préfet de police travaille, avec la capacité de se dire des choses agréables et désagréables, de se dire oui, mais de se dire non, pour aller vers un oui commun tous ensemble tout le temps. On n'a pas été tout le temps d'accord, vraiment, vraiment pas. Et on a fini par s'entendre sur quelque chose qui nous tient à cœur, militaires, non pas de la gestion et de l'anticipation sur des effectifs, mais comme l'a dit dans son propos liminaire monsieur le préfet de police, l'anticipation et la gestion des effets. Quand on donne une mission à un militaire, il ne sert à rien de lui dire « il faut mettre 30 personnes là », il faut lui dire « je veux que tu me sécurises ce point ». Il appartient après aux militaires, comme aux gendarmes d'ailleurs, les gendarmes sont des militaires, de dire pour la sécurisation de ce point, j'y consacre 15 soldats ou 200. Et ce n'est pas le problème, et c'est cette confiance que nous a accordé le préfet de police de Paris. Maintenant, il y a aussi quelques petits points exotiques qu'il faut aborder. Nous avons déployé en volume beaucoup de monde, je reviens sur ce qu'a dit le général Ducept, et nous avons déployé des moyens qui ne nous ont quasiment pas été utiles. Par exemple, nous avons déployé des hélicoptères. J'ai coutume de dire que à petit pays, petit problème, pardonnez-moi, je vais être trivial, mais je suis parachutiste, à grand pays, grosses emmerdes. Ces hélicoptères étaient une force à disposition complète du préfet de police de Paris pour le mettre en situation de répondre à des cas, à des conditions, à des menaces qui ne se sont pas manifestées. Mais si ça avait été le cas, la France, par l'intermédiaire et sous l'autorité du préfet de police de Paris, avait déployé les moyens pour, au claquement de doigts, être capable de répondre à aux menaces les plus exigeantes. La grandeur de ce qui a été réalisé pendant les Jeux Olympiques a été intimement liée au courage que nous avons tous eu de planifier des moyens extrêmement importants, quitte à se prêter à la critique de gens qui pourraient nous dire « vous avez été dispendieux ». Non, non. Nous avons été prudents, nous avons été prévoyants pour être sûrs qu'à aucun moment la France ne serait prise en défaut. Enfin, je retiens de tout cela 3 points.
Tout d'abord, une très grande réactivité. 15 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie est prise d'événements dont vous avez tous vu l'actualité. Pour nous, autour de la table et des réunions présidées par le préfet de police de Paris, très rapidement, c'est moins 40 à 45 unités de force mobile. À 1 mois et demi de la cérémonie d'ouverture, qu'on a tous mis 2 ans à préparer et qui est globalement une œuvre de dentelle quant à la répartition des forces mobiles sur le terrain. Il faut retuer le plan et réécrire tout le plan. Et chacun doit non seulement régénérer des forces, mais surtout réévaluer le champ missionnel qu'on accepte de donner aux uns et aux autres. Et on a fait évoluer la manière dont ensemble on manœuvrait. Donc on n'a pas juste fait évoluer le dispositif. On a, en 1 mois et demi, sous l'autorité de Laurent Nunez, fait évoluer la manière dont on travaillait ensemble. Ça n'a été possible parce que le C3 nous avait permis une grande proximité. Le deuxième élément, pour les armées, ça a été un défi logistique. Je vais être un petit peu caustique, mais on a amené donc globalement 12 jusqu'à 15 000 militaires sur la zone Paris pour les héberger, parce qu'on n'a pas assez de place. On a été obligé de construire un camp qu'on a appelé le camp Alain Mimoun. On l'a construit, sur la pelouse de Reuilly, sur la foire du Trône. Je peux vous assurer que s'il est maintenant très facile de dialoguer entre les civils et les militaires, faire dialoguer des militaires et des forains, c'est un autre sport. Heureusement, parce qu'il a fallu faire comprendre aux forains que la foire du Trône, au lieu de se terminer le 15 juin, elle allait se terminer le 15 avril, pour permettre à 5000 militaires de s'y installer. Fort heureusement, nous avons eu à traiter avec une filière qui s'est comportée de manière extrêmement professionnelle, celle des forains, qui a, après négociation bien évidemment, c'est donnant-donnant, accepté de nous laisser la place. Ce défi logistique a été, comme pour tout le monde, très important. Et enfin, et ce sera mon mot de conclusion, S-Fonction actuellement, j'ai en charge de la conception, la conduite et la permanentisation de ce qu'on appelle la défense opérationnelle du territoire. Je peux vous l'assurer, parce que c'est le cœur de mon expertise, que les Français, la France, dès lors qu'il s'agit des moyens militaires, sont beaucoup mieux défendus après les Jeux Olympiques qu'avant. Parce que nous avons acquis ensemble une intime connaissance de notre territoire, une intime expertise du travailler ensemble. Et ça, c'est le gros point et le point principal que nous devons tous emporter. Nous sommes beaucoup plus forts après qu'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Général Chassebeuf, pour tous ces points passionnants. On retiendra le C3, la logique missionnelle que vous allez rappeler, l'adaptabilité et puis le courage de la mobilisation des ressources massives et le fait qu'on termine plus fort. Donc, merci pour la note positive. Olivier Guyonneau, vous allez nous parler de la mobilisation d'Orange pendant ces JOP. Allez-y sereinement, on débordera de quelques minutes sur notre horaire, donc pas de souci pour y aller. Prendre la parole après le préfet de police qui nous quitte, c'est toujours compliqué, surtout qu'il a des éléments de langage synthétiques et au cordeau. Donc voilà, c'est un challenge pour moi de parler communication. Il a dit que dans ses derniers propos que la fluidité des communications, c'est très important entre les acteurs et c'est un peu de ça que je vais vous entretenir. Et comment un opérateur comme Orange, qui est connu, on va dire, comme opérateur d'infrastructures critiques, on va dire opérateur résilient, est devenu, dans le cadre des JO, un opérateur de résilience. D'abord, c'était fou, puisque c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'un unique opérateur avait en charge l'ensemble de la connectivité et de la transmission des images. Donc voilà, c'est un pari fou. On l'a tenté et en conclusion, je dirais qu'on a réussi, mais ce n'était pas gagné d'avance. Les JO pour Orange, c'est quoi? C'est 120 sites, alors 35 de compétition, mais 120 sites de par le monde. Chaque site avait une couverture grand public rehaussée, 4G, 5G, pour que tous les Coréens puissent mettre tout le temps en ligne des vidéos, de la 5G privée qui servait aussi évidemment à la sécurité, des JO, à l'organisation JO, du Wi-Fi au débit,
de transport des images, un réseau pour les résultats qui, évidemment, il ne fallait pas qu'il soit hacké, parce que sinon on n'aurait jamais connu quelle était la performance de nos champions, etc., etc. Le plus loin, on en a parlé, c'est Tahiti. Les images prises sur les surfs faisaient la moitié du tour du monde en moins d'une seconde pour qu'elles puissent être diffusées worldwide par nos satellites. Voilà, donc des challenges techniques absolument extraordinaires. 400 000 km de fibre optique déployés sur le territoire national en quelques mois. Il y a un village olympique, c'est à peu près la sous-préfecture, c'est à peu près Cahors, fibré avec des box. Tout ça déployé en moins d'une semaine et après en moins d'un mois, pardon. Et à nos clients disent mais je sais pas, vous l'avez fait pour les JO, faut le faire pour le village de Chouselot parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait ça au village olympique et pas chez nous. Mais notre dispositif Géo, ce qu'on doit sécuriser, c'est pas que ça. C'est évidemment tout ce qu'on avait promis à l'organisation internationale, évidemment ce qu'on avait en partenariat avec Paris 2024, mais aussi c'est tout le reste. Notre rôle habituel d'opérateurs d'infrastructures critiques, les numéros d'urgence, il faut que ça marche, même s'il y a un attentat. Tout ce que nos clients les plus sensibles, je pense à l'État, nous ont demandé, un renfort de communication qu'on appelle Storm pour les forces de sécurité intérieure. On a battu un record, 50 000 communications simultanées au moment de la cérémonie d'ouverture. Une bulle 5G de dernier secours sur le Trocadéro interconnecté avec les centres de commandement de l'APP. Et puis, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la foire du Trône, mais surtout du camp de Reuilly, la mise à disposition sur des sites temporaires de moyens de communication temporaires. Et en plus de ça, on a tous nos clients habituels, les grandes entreprises, parfois partenaires des JO, qui nous ont découvert au dernier moment pour faire des plateaux de télévision au Trocadéro, justement, le grand public et tous les étrangers qui venaient en France, qui voulaient un roaming au top. Donc un immense challenge technique pour assurer une qualité de service maximum. Des challenges technologiques, j'en ai parlé, beaucoup aussi orientés autour de la 5G, avec des innovations incroyables. Et puis, une parfaite maîtrise de nos propres infrastructures, fixes, mobiles et data centers. Je vais en parler après, on n'appelle pas ça planification, mais une maîtrise des opérations. Les sites nous ont été délivrés toujours au dernier moment, donc avec des temps absolument très courts pour déployer des caméras. On a, si je puis dire, au maximum de la pointe, employé 1500 techniciens pour mettre en place sur les 120 sites tout cela. Des challenges de cybersécurité. Tout le monde s'attendait évidemment à des attaques venues de l'Est et terroristes. Et aussi, on a craint aussi des menaces plus internes de type sabotage. Et un certain nombre d'autres opérateurs, d'ailleurs, ont subi ces attaques. Et je finirai, parce que c'est très important, la maîtrise des sous-traitants et la durabilité. Toutes nos installations qui ont été mises à titre temporaire ont été recyclées, revendues. On n'a rien jeté et c'est quand même aussi très important dans l'image qu'on voulait donner des Jeux de 2024. Sur la dynamique de préparation et les phases opérationnelles, un principe fort, une vision panoramique. Alors nous, je suis Orange, c'est pas la police, la gendarmerie, les pompiers, c'est d'autres business units mais qui se parlent à peu près autant. Donc avoir une vision totalement panoramique avec, on va dire, deux outils. Un outil par le pilotage par les risques, un tableau de bord unique, environ 50 risques pilotés au niveau du COMEX qui nous permettait de prioriser un certain nombre d'actions. Et un principe fort, One Orange, One Voice, on décide de tout et il n'y a qu'une seule voix, un seul tableau de bord, une seule organisation, et j'en reviendrai juste après, pour tout ce qui est veille et crise. 4 mots-clés, alors c'est les nôtres, c'est pas planification, nous c'est préparation, préparation, mobilisation et collaboration. Anticipation, je crois que c'est ça un point qui était très important pour nous. Dès qu'on a su que Paris était retenu, nous étions partenaires dès le début, donc on a commencé la conception de nos systèmes, de nos réseaux, les renforts de nos réseaux, parce que les renforts des réseaux, c'est beaucoup de travaux publics, beaucoup de génie civil, et ça s'anticipe de très longue date. Tous les systèmes étaient prévus pour être sécurisés, ce qu'on appelle le Sec by Design. Donc, dès la conception, on pensait à la résilience, on pensait à la sécurité, beaucoup de redondance. Chaque site avait au moins 2 adductions fibres, dont une route complètement sécurisée, parce qu'évidemment on avait des craintes de sabotage, et des secours par communication satellite.
Très haut niveau évidemment de cybersécurité. On a beaucoup travaillé avec l'ANSSI pour préparer tout ça. Des audits techniques, beaucoup d'audits de sécurité, ou de sûreté, pardon, ou de cybersécurité. Certains faits avec l'ANSSI, d'autres avec les équipes de la préfecture de police. Une plateforme de ce qu'on appelle Cyber Threat Intelligence, donc de renseignements cyber, pour diffuser à l'ensemble de nos collaborateurs, des équipes réseau, de nos security centers, pour qu'ils aient toujours les bonnes informations. Et je rappelle que quelques jours avant, avant les JO, il y a une panne informatique quasi mondiale, liée à un logiciel de CrowdStrike. Donc on était tous là à dire, oulala, si ça arrive dans 10 jours, comment est-ce qu'on fait, comment on s'y prépare, etc. Donc voilà, tout ça a été fait, c'est l'anticipation. Préparation au pire, donc plusieurs exercices de crise, un au niveau du comité exécutif d'Orange, un avec l'ANSSI, avec des scénarios bien alambiqués que nous avait prévus l'ANSSI, et un aussi avec les autres opérateurs, parce qu'on est quand même, l'air de rien, les 4 gros opérateurs que vous connaissez tous, assez interdépendants, donc on a travaillé, s'il y en a qu'une panne, et s'il y en a qu'une attaque, etc., comment on reroute pour minimiser les effets. Et puis, voilà, et puis effectivement, on a pris comme ça à travailler. Au niveau de la préparation, quelque chose de très utile, on a monté, j'ai dit des audits, ce qu'on appelle plutôt des red teams, donc voilà, les hackers du groupe Orange attaquent nos propres installations et nous donnent les vulnérabilités à corriger. Et là, on a utilisé les Purple Teams, donc pour faire vraiment des exercices cyber, attaque-défense, 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 pour améliorer le niveau et surtout apprendre des procédures pour aller le plus vite possible. Troisième sujet, très lié à l'humain et au dispositif de veillée de crise. Troisième mot, donc la mobilisation. Donc j'ai parlé tout à l'heure de plus de 1500 personnes mobilisées pour déployer et faire fonctionner ça. Le dispositif de veillée de crise, c'est 300 collaborateurs d'Orange mobilisés, qu'on a formés à la gestion de crise, pour que H24, on avait une cellule de veille qui puisse basculer le plus vite possible en mode gestion de crise. Donc tête de l'île de veille a assuré un certain nombre de points quotidiens. On avait 2 points tous les jours qu'on partageait avec les autorités, avec l'ANSSI, avec le ministère de tutelle qui est Bercy, et aussi on partageait des informations que nos clients, je pense en particulier ceux qui étaient impliqués dans les JO, auprès d'Orange Cyberdéfense ou d'Orange Business avaient, et nous aussi on leur passait un certain nombre d'informations pour qu'on ait à peu près le même niveau. Et puis on avait une présence au Security Olympic Center, donc dans l'organisation des Jeux 2024, et même au cours des cérémonies, en particulier la cérémonie d'ouverture, on avait des officiers de liaison d'Orange au PC de la préfecture de police. Donc vraiment une mobilisation pour nous assez inédite, même pour les plus grosses, je pense, tempêtes et les plus gros incidents qu'on a, type des tempêtes ou des tremblements de terre qu'on a eu au Maroc, on n'a jamais eu un dispositif aussi complet. Quatrième mot-clé, la collaboration. Donc d'abord, on était partenaire de Paris 2024, donc on avait, si je puis dire, une collaboration partenariale très forte, de longue date. Et puis avec les pouvoirs publics, l'EPP, l'ANSSI, Bercy. Les autres opérateurs, j'en ai déjà parlé, mais on a beaucoup échangé, en particulier quand il y a eu des sabotages chez nos amis de la SNCF et aussi chez Bouygues. Comment aider, comment pallier un certain nombre de difficultés. Et puis Orange, il fait pas ça tout seul. On a une boîte de tech, mais évidemment, on fait pas ça tout seul. Donc, on a des partenaires techniques. Bon, certains, on va dire, imposés du fait des partenariats du CIO. Je pense à Cisco ou à Atos. Et puis aussi ceux que nous avons choisis. Alors peut-être il y a dans la salle des représentants de Thales ou d'Airbus, c'est des grands groupes, mais aussi on a fait confiance à des petites entreprises, je vais les citer parce que des entreprises françaises, même si la sonorité des noms ne le trahissent pas, je pense à Crosscall ou à Streamwide, qui ont été vraiment essentiels sur les sujets de communication. Du point de vue du rétexte de pérennisation, bon d'abord, premier point, un moment très stressant, très engageant, mais à la fin, une super fierté collective, car tout s'est bien passé. Alors, ça, c'est le rideau de devant, tout s'est super bien passé. On appelle ça l'héritage. Donc, on a notre bilan, on appelle ça l'héritage JO chez Orange. D'abord,
premier constat de satisfaction et de fierté, la conviction qu'on avait les bonnes infras. On avait renforcé nos infras, augmenté les débits, la résilience, mais on est content de disposer de nos infras. C'est notre souveraineté à nous, notre patrimoine industriel, et dessus, on a pu construire des services. Donc deuxième fierté et héritage, la capacité à partir de ces infras propres d'offrir des offres résilientes à nos clients, totalement sécurisées pour les clients les plus exigeants. J'ai cité tout à l'heure les armées, les forces de sécurité intérieure ou l'APP, mais aussi pour les autres opérateurs critiques. Troisième, effectivement, d'avoir pu développer toutes ces procédures de sécurité by design et de travailler beaucoup en partenariat avec le client final. Au niveau de la sécurité, l'intérêt des audits, de faire tous ces audits en avance, dont des Purple Team, ça a changé l'esprit, la vision des équipes projet sur les audits. Parce que les audits, c'était toujours les gars qui arrivent à la fin pour critiquer. Là, ils ont compris, non, c'est vraiment utile, ça nous met en confiance, ça nous met en situation. Donc, un changement d'œil sur ce sujet-là. Un dispositif de sécurité contre les sabotages actifs et passifs, on aura peut-être des questions, mais qui pour nous est essentiel. Vis-à-vis de la loi résilience qui arrive, c'est super important, donc on retient ça, ainsi que la capacité qu'on a à travailler avec les autorités sur les enquêtes administratives pour cribler, alors il faut une enquête, c'est pas un criblage, nos propres salariés, mais aussi l'ensemble des sous-traitants, et effectivement le lien court. Alors, en d'autres termes, pour ce qui concerne la gestion de crise et tout ce qu'on a fait pour la sécurité, une immense fierté. On a pu améliorer l'ensemble de nos processus en mettant bien ce qui est du niveau stratégique, le COMEX, les autorités, ce qui est du niveau tactique, et les incidents du tactique ne viennent pas polluer le reste. En quelques minutes, quelques secondes même, pour conclure, donc de nombreux incidents, même des crises qui n'ont pas été vues, donc on a géré en interne, il n'y a pas eu de retentissement d'impact sur notre delivery, donc ça c'était vraiment très très bien. Donc voilà, globalement ça s'est bien passé, c'est ce qu'on retiendra. Grande maîtrise des opérations, grande maîtrise de notre capacité à délivrer dans les temps, on n'a pas le choix. Et puis face aux enjeux, aux attentes, Orange, opérateur résilient, ça c'est notre statut dans la loi, a pu devenir, si je puis dire, combat proven, opérateur de résilience, dans le cas de DGO, bénéfice de nos clients, des partenaires et des autorités. Et puis, voilà, une satisfaction d'avoir pu mobiliser nos compétences, nos solutions, pour créer en fait une confiance numérique autour des JO. Merci beaucoup, Monsieur Guillonneau. Général Lizuret, last but not least, vous intervenez ici au titre de représentant de Soprasteria. Vous allez nous parler du partenariat entre l'État et l'industrie dans ces JO. Je vous laisse la parole. Parfait, merci. Alors d'abord, je m'associe à tout ce qui a été dit et un gros coup de chapeau à l'ensemble des forces qui ont été engagées, dont je retiens la cohésion, la collaboration, l'anticipation, la planification. Tout ça, c'est quand même extrêmement rassurant pour notre pays, comme ça a été dit. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Alors dans cette coopération et dans ce collectif, il y a aussi des industriels qui effectivement, dans tous les domaines, accompagnent au quotidien l'ensemble des forces. Le facteur humain est un facteur essentiel, bien entendu, parce que c'est la première ligne, c'est le premier contact, mais ce facteur humain et cette capacité opérationnelle, elle est aussi sous-tendue par des moyens matériels, des moyens technologiques. Aujourd'hui, la technologie prend de plus en plus le pas sur un certain nombre de choses, et d'ailleurs la technologie, pour un certain nombre d'actions, contribue singulièrement à l'efficacité opérationnelle. Et les JO n'ont pas fait exception. J'allais dire même que les JO étaient un cas d'usage et un cas d'école en termes de partenariat public-privé. Alors Soprasteria a évidemment été partenaire, je dirais, majeur dans un certain nombre de domaines sur lesquels je reviendrai, alors notamment la lutte anti-drone, puisque CS Group a activé un certain nombre de moyens, de dispositifs qui ont été, ça a été dit, mis à l'épreuve et qui ont réussi leur passage, parce que là aussi, c'est pas parce qu'on n'a rien vu qu'il ne s'est rien passé. Les industriels ont été associés très en amont à travers le comité stratégique de filière dont Soprasteria fait partie, donc l'ensemble des industriels de la filière de sécurité, qu'il s'agisse de la partie défense ou de la partie sécurité, ont contribué à la réflexion préalable. Au JO, à monter un certain nombre de technologies, à les monter en gamme, à les mettre à disposition des forces.
le ministère de l'Intérieur et le SGDSN, par exemple, le SGDSN, 3 ans avant les JO, a mené des expérimentations sur un certain nombre de technologies qui ensuite ont été soit utilisées directement, soit valorisées pour accompagner les forces et pour augmenter leur capacité opérationnelle. Alors ces technologies, c'est évidemment la détection d'un certain nombre de menaces, c'est aussi de la vidéoprotection augmentée, l'intelligence artificielle a été aussi à la manœuvre, c'est aussi des hyperviseurs. Sopra Steria, comme d'autres, font des hyperviseurs. Les salles de commandement qui ont été évoquées, elles sont tous liées et, je dirais, dépendantes de la capacité de fonctionnement. Orange a été, je dirais, le ciment qui a fabriqué, ou en tout cas qui a relié les dispositifs. Mais si un dispositif de salle opérationnelle ne fonctionne pas, à un moment donné, on a beau être les meilleurs du monde, on n'arrivera pas à fonctionner. Et tu as raison de rappeler l'incident, je dirais, majeur de CrowdStrike, en fait, qui a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte, des flottes aériennes de beaucoup de compagnies, qui montre bien que même avec des excellents pilotes, même avec des excellents avions, même avec beaucoup de passagers, à un moment donné, si la technologie n'est pas là, à un moment donné, ça ne marche pas. Et les JO dans ce domaine ont été exemplaires en termes de partenariat. Ce partenariat, donc, a été mis en place bien en amont, dans le cadre de la planification qui a été faite avec l'ensemble des forces, puisque les industriels ne partent pas comme ça à l'aventure, ils voient les forces, ils travaillent avec les forces, qui expriment leurs besoins, et en fonction des besoins exprimés, l'industriel, lui, il s'adapte, il met en place un certain nombre de moyens. Et je crois que ça aussi, ça a été un des succès majeurs des Jeux Olympiques. Alors, ce succès majeur, il a quand même une petite ombre au tableau, si je puis dire. Alors moi, je vais faire un petit pas de côté par rapport à l'ensemble des satisfaits qui ont été délivrés. C'est qu'à un moment donné, on voit bien le contexte géopolitique d'aujourd'hui. On parle de souveraineté avec un grand S, on met des majuscules partout, on explique que ça y est, on va être indépendant, que l'Europe ceci, que l'Europe cela. On a quand même juste un problème aujourd'hui. C'est que les industriels français sont souvent laissés pour compte dans la marche globale du système. Et je pense que les JO, qui ont été un excellent exemple de partenariat industriel et public-privé, doivent, je dis bien doivent, inspirer nos autorités politiques pour conduire et prolonger cette action. Prolonger cette action en faisant quoi? Finalement, en renvoyant quand même un peu le paradigme du tout américain, du ceci, du cela. Je rappelle que le Health Data Hub, on l'a quand même donné aux Américains. Je rappelle qu'un certain nombre de pépites sont actuellement en cours de discussion, notamment sur la partie avionique, pour être transférées aux États-Unis. Donc tout ça, à un moment donné, il faut aussi en tirer les enseignements. Une partie de l'héritage des JO, c'est de dire les Français savent faire. Les Français, forces de l'ordre, forces armées, mais les Français industriels savent faire aussi. Et m'expliquer que la défense fait appel à un opérateur américain pour son intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas de Français capables de le faire, je pense qu'il y a un petit problème quelque part. Voilà, donc j'en profite aussi pour passer ce message-là. C'est aussi une partie de l'héritage. Sopra Steria, comme les autres, a des choses à apporter. Et je crois que c'est important de changer de paradigme, de dire, OK, aujourd'hui, on a besoin de cette souveraineté, pour des raisons géopolitiques, d'ailleurs, que le président de la République lui-même a évoqué. À un moment donné, il faut y aller. Il faut y aller, il faut aller voir les industriels, il faut dire, nous, on a besoin. Starlink, ça marche jusqu'au moment où quelqu'un va le débrancher. Si quelqu'un va le débrancher, on fait comment? Voilà, donc on a un certain nombre d'outils qui peuvent être développés en franco-français, en européen, évidemment. Mais à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et pour moi, en tout cas pour les industriels, une partie de l'héritage, c'est cette volonté qui doit exister d'associer les industriels, d'impliquer les industriels français et européens. Alors impliquer les industriels français et européens, si j'écoute les discours des uns et des autres, tout le monde est d'accord. Sauf qu'un industriel, il ne fonctionne pas sur des effets d'annonce, il fonctionne sur des commandes. À un moment donné, si on ne passe pas une commande à un industriel, en fait, il ne va pas s'engager. L'économie de guerre, elle ne va pas se décréter avec un coup de discours ou un coup de communiqué. L'économie de guerre, elle se décrète avec des crédits, bien sûr, mais aussi des commandes. Des commandes qui passent par des circuits intéressants. Voilà, donc je voulais aussi apporter cet éclairage. Cette souveraineté, elle est évidemment indispensable. Au moment des JO, elle a été remarquable. Alors, pour revenir un peu sur ce qui a été fait, je parlais de la lutte anti-drone, qui a été effectivement, dans laquelle Sopra Steria s'est engagé avec CS Group notamment. On a eu un certain nombre d'autres actions, notamment sur les plateformes de commandement, les hyperviseurs. Mais on a eu aussi, pour Sopra Steria, finalement, l'action quotidienne. Le préfet de police l'a rappelé, d'autres intervenants l'ont rappelé. Les JO, la vie continue par ailleurs. Donc, par ailleurs, il faut toujours que les trains fonctionnent,
que l'électricité arrive là où ça doit arriver. Orange a fait le travail pour effectivement la partie télécommunication. Mais il faut aussi que les titres sécurisés soient délivrés. Sopra Steria continue à délivrer des titres, continue à alimenter le service d'information des véhicules. Il y a un certain nombre de choses qui continuent à vivre parce que derrière a été mis en place aussi une unité opérationnelle. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas du même niveau et de la même importance que pour les forces de l'ordre ou les forces armées, mais une organisation a été faite au niveau de l'industriel pour pouvoir répondre à toute demande, toute attaque chez le fournisseur d'énergie, à la RATP, à la SNCF, parce que tout ça, ce sont des opérateurs avec lesquels Sopra Steria travaille. Et il est important aussi de poursuivre cette action pour que, effectivement, dans la perspective de 2030, puisque finalement on a parlé des JO 2024, c'est bien, mais je rappelle qu'en 2030, on a des Jeux Olympiques d'hiver, et qu'il est donc intéressant de poursuivre ce dispositif. Alors peut-être qu'on aura la même équipe, pas la même Dream Team. Enfin, en tout cas, je l'appelle de mes voeux, puisqu'il faut toujours renouveler une équipe qui réussit, en tout cas. L'équipe a bien réussi, donc je vous invite finalement à chausser vos bottes de ski et puis à préparer les JO de 2030. En tout cas, les industriels français et Sopra Steria sont prêts à vous accompagner. Chacun à sa place. Il ne s'agit pas de se tromper de métier, il s'agit de dire, voilà, c'est quoi les besoins? Qu'est-ce qui permet aux forces d'être plus opérationnelles, plus efficaces, de consommer moins de moyens humains par ailleurs, d'ailleurs, au demeurant. Et en tout cas, les industriels, dans le cadre de la filière, et Sopra Steria en particulier, on est tout à fait prêts à aider l'ensemble des forces et de l'État français pour redonner en 2030 la même image excellente, remarquable, donnée en 2024. Merci beaucoup, Général Lizuret, de finir sur cette note de belles perspectives d'avenir et de belles nouvelles perspectives de coopération. Je vous remercie vivement à tous pour ces interventions qui ont été vraiment complémentaires et très passionnantes. Merci pour votre attention et bonne fin de journée, puisqu'on va clore la table ronde. Malheureusement, il est tard et on a légèrement dépassé l'horaire. Merci à tous. Ça va? On m'avait prévu. Merci à tous et à toutes pour votre attention et votre participation. On se retrouve demain à partir de 9h pour la dernière journée de notre forum.